Avec une lenteur douloureuse, elle posa un genou à terre, puis l'autre. La douleur irradia son dos et son ventre, mais elle resta silencieuse. Elle prit un mouchoir de sa poche et commença à frotter le tapis, sous les murmures et les ricanements que Raphaël ne tenta même pas de faire taire. Elle sentit son cœur se durcir. Elle ne voyait plus Raphaël comme son mari, mais comme un étranger qui venait de franchir une limite irréversible. Lorsqu'elle releva la tête, ses yeux n'étaient mille minutes plus bouleversés. Ils étaient en œuf froid, lucides et étrangement calmes. Un silence plus lourd qu'un cri flotta autour d'elle. Un chapitre de sa vie venait de se fermer, même si Raphaël ne s'en rendait pas encore compte. La maison retrouva enfin son silence après le départ des invités, mais ce silence ne contenait aucune paix. Il ressemblait plutôt à un vide lourd qui étouffait chaque respiration de Yara. Elle avançait lentement dans le couloir, une main posée sur son ventre qui pesait sur tout son être. Elle n'avait ni crié, ni versé une seule larme après l'humiliation qu'elle avait subie. Elle ressentait une fatigue profonde, non seulement physique mais aussi émotionnelle, la fatigue de quelqu'un qui comprend que la dernière illusion vient de se briser. Elle entra dans la chambre qu'elle partageait avec Raphaël et ouvrit l'armoire. Sans faire de bruit, elle commença à plier quelques vêtements, choisissant seulement l'essentiel. Chaque geste était mesuré, calme et presque mécanique, comme si son esprit cherchait à éviter la douleur en se concentrant sur les tâches les plus simples. Elle n'avait pas encore décidé exactement ce qu'elle ferait, mais elle savait très bien qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre ainsi. Le souvenir de son mari qui pointait le sol devant elle revenait sans cesse, et chaque fois, sa poitrine se serrait davantage. La porte s'ouvrit brutalement. Raphaël entra, les épaules rigides et l'odeur d'alcool encore forte sur sa chemise. Son visage n'exprimait ni honte ni regret. Il semblait même irrité par le calme de Yara, comme si son absence de plainte représentait une provocation. « Alors, tu fais la valise maintenant » lança-t-il d'un ton méprisant. « Tu veux encore jouer la victime devant moi ? Tu crois que tu peux me manipuler avec ce comportement silencieux ?» Yara posa doucement une robe dans son sac. Elle ne leva pas immédiatement les yeux vers lui. Elle savait que tout ce qu'elle dirait serait déformé par la colère de Raphaël. « Je ne joue rien, Raphaël, » répondit-elle enfin d'une voix douce mais ferme. « Je veux simplement partir avant que les choses ne s'aggravent. » Raphaël ricana, un rire vide qui sonnait faux. « Partir ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ? Tu crois que tu peux fuir après m'avoir humilié devant mes amis ?» Elle se tourna vers lui, les yeux calmes mais lucides. « Je n'ai humilié personne. Tu m'as demandé de m'agenouiller devant tout le monde. Tu m'as traité comme si je n'étais rien. » Il s'approcha d'elle, très près, au point que Yara sentit son souffle chargé d'alcool. « Parce que tu ne comprends rien à ce monde, » gronda-t-il. « Tu n'es pas faite pour être la femme d'un homme comme moi. Je t'ai sortie de ta vie médiocre, et toi, tu veux me donner des leçons? Tu penses que porter mes enfants te donne des droits? » À ce moment-là, une douleur vive transperça le ventre de Yara. Elle inspira profondément, le visage contracté. Raphaël la regarda, agacé plutôt qu'inquiet. « Raphaël, je crois que... » souffla-t-elle en s'appuyant au mur. « J'ai mal. » Il leva les yeux au ciel. « Évidemment. Tu choisis pile ce soir pour faire ton petit Teddy. Ton petit théâtre. » La douleur devint plus forte, plus profonde, comme une vague qui montait trop vite. Yara sentit quelque chose couler le long de ses jambes. Le choc la fit perdre l'équilibre, et elle se rattrapa au bord du lit. « Raphaël, mon os vient de se rompre. Il faut m'emmener à l'hôpital, maintenant. » Il secoua la tête, agacé par ce qu'il croyait être une mise en scène. « Tu n'en as jamais assez. Chaque fois que tu te sens incapable de te comporter correctement, tu inventes un drame. Tu veux que je te prenne dans mes bras et que je te supplie de rester. C'est ça ? Je t'en supplie, » murmura-t-elle d'une voix brisée par la douleur. « Les bébés arrivent. Je ne peux pas y aller seule.
s'il te plaît, Raphaël. » Il fit un geste large et irrité, comme si elle interrompait une activité importante. « Tu peux arrêter la comédie? Je n'ai plus la patience pour tes caprices. Je sors prendre l'air, tu te calmeras quand j'aurai fini. » Avant qu'elle ne puisse répliquer, il traversa la pièce, attrapa les clés de sa voiture, puis s'arrêta brusquement. Dans un accès de colère impulsive, il jeta les clés au sol et les envoya glisser sous un meuble. « Tu ne quittes pas cette maison ce soir, » dit-il en lui jetant un dernier regard froid. « Je ne veux pas que tu utilises cette excuse pour me nuire, encore. » Il quitta la chambre et descendit les escaliers en vacillant. Yara entendit la porte du portail principal se verrouiller derrière lui. La maison devint soudain immense, vide et hostile. Elle voulut se lever, mais une contraction plus violente la plia en deux. La panique monta lentement, mais elle tenta de garder son sang-froid. Elle comprit que si elle restait ici, elle et ses enfants ne survivraient peut-être pas à la nuit. Elle prit appui sur les meubles pour rejoindre la fenêtre basse de la chambre d'amis, la seule qui donnait sur le jardin latéral. La pluie s'abattait déjà sur le quartier, apportant avec elle un vent glacial. Yara prit une couverture légère, protégea son ventre et força la fenêtre à s'ouvrir. Le bruit du tonnerre la fit tressaillir, mais elle ne s'arrêta pas. Elle descendit prudemment, un pied après l'autre, en se retenant au rebord. Quand ses pieds touchèrent sur le sol, une boue froide les enveloppa. Son souffle devint rapide, douloureux. Elle ne voyait presque rien sous la pluie. Chaque contraction menaçait de la faire tomber. Elle ne voulait pas inquiéter ses parents, qui vivaient bien loin et qui ne savaient rien de la vie qu'elle endurait. Elle pensa alors à Baodette, son ancienne mentor, une femme sage, généreuse et profondément protectrice envers Yara. Elle composa son numéro avec des mains tremblantes. « Allô, Yara ?» répondit la voix de Baodette, inquiète dès la première seconde. « J'ai besoin d'aide, » dit Yara d'une voix presque inaudible. « Les bébés, ils arrivent. Ne bouge plus, je viens tout de suite. » Yara marcha jusqu'à la rue principale, mais ses forces la quittèrent rapidement. Quand les phares d'une voiture s'approchèrent, elle reconnut la silhouette familière de Baodette. Dès que la portière s'ouvrit, Yara s'effondra dans ses bras. « Tu es en sécurité maintenant, » murmura la vieille femme, en l'aidant à monter dans le siège arrière. Les larmes de Yara coulèrent en tentant fin, mais ce n'était pas de la faiblesse, c'était la libération d'une femme qui venait de sortir de l'enfer. Et c'est ainsi qu'elle quitta définitivement la vie qu'elle avait connue. 3 années s'étaient écoulées depuis la nuit où Yara Fontaine avait fui la maison de Raphaël sous la pluie. Dans ce temps suspendu, elle avait découvert une vie qui n'avait rien à voir avec celle qu'elle avait laissée derrière elle. La petite ville où elle vivait désormais n'était pas nommée, mais elle offrait un calme réparateur. Les champs fleuris qui entouraient dans les routes diffusaient une odeur douce et constante, et ce parfum naturel semblait apaiser chaque pensée tourmentée de Yara. Elle n'était plus la femme effrayée et fracturée qu'elle avait été. Elle était devenue quelqu'un de différent, quelqu'un qui avait appris à se reconstruire. Au petit matin, la lumière pénétrait dans la chambre où dormaient ses 2 enfants, Léo et Mia. Les jumeaux, âgés de 3 ans, s'agitaient donc doucement sous leur couverture. Léo, avec son regard curieux et sa tendance à poser trop de questions, ressemblait déjà à un petit explorateur. Mia, plus calme et observatrice, offrait des sourires silencieux qui réchauffaient le cœur de Yara. Leur présence avait transformé sa vie et lui avait donné une force qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. Elle se leva et les rejoignit. Léo ouvrit les yeux le premier et s'étira longuement avant de se jeter dans les bras de sa mère. « Maman, tu vas encore faire les mélanges qui sentent bon aujourd'hui ?» demanda-t-il avec enthousiasme. Mia suivit en s'asseyant sur le lit et en tendant les bras pour recevoir une étreinte. « Oui, mes amours, » répondit Yara dans un sourire tendre. « Je dois finir une nouvelle formule,
et vous pourrez venir voir si vous êtes sage. » Les enfants rirent, heureux de participer même de loin au travail de leur mère. Yara les habilla avec soin, puis les conduisit à la cuisine, où Bas-Odette les attendait déjà. Depuis 3 ans, cette femme aux cheveux gris et au regard bienveillant avait accueilli Yara comme une fille, et les jumeaux comme ses petits-enfants. Elle possédait un atelier de distillation d'huiles essentielles et avait transmis à Yara tout son savoir sur les plantes et leurs vertus. « Bonjour, mes des trésors », dit Bas-Odette en posant des bols de fruits tard sur la table. « Aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. » Léo applaudit en voyant les fruits coupés en forme d'étoile, tandis que Mia remercia timidement. Yara observa cette scène avec une gratitude profonde. Sans Bas-Odette, elle ne serait probablement pas en vie, ni ses enfants. La vieille femme n'avait jamais posé de questions intrusives. Elle avait seulement offert un toit, un refuge et une patience infinie. Après le petit déjeuner, Yara se rendit dans l'atelier qui jouxtait la maison. L'air y était toujours chargé d'effluves floraux, un mélange de lavande, de roses sauvages et de plantes qu'elle reconnaissait désormais au premier souffle. Elle mit son tablier et alluma la lampe au-dessus de sa table de travail. Devant elle se trouvaient tant des fioles, des pipettes et des carnets remplis de notes. Chaque formule représentait une part de son histoire, une étape dans sa guérison. Au fil des années, Yara avait perfectionné une crème destinée à réparer les peaux abîmées. Elle avait combiné des huiles rares, des extraits botaniques et des cellules végétales aux propriétés régénératrices. Cette idée lui était venue en observant ses propres cicatrices, celles laissées par la grossesse difficile et par les moments de détresse. Elle avait transformé sa souffrance en savoir-faire et son savoir-faire en quelque chose de précieux. Elle ouvrit une petite boîte contenant les premiers pots qu'elle avait vendus au marché local. Elle avait choisi le nom « Noir and Or », un hommage à ses racines et à la lumière qu'elle avait retrouvée. Ce nom avait fini par résonner dans les ruelles du marché, car chaque personne qui essayait sa crème revenait en chercher davantage. La demande augmentait tellement que Yara devait désormais produire quotidiennement. Pendant qu'elle mélangeait délicatement 2 huiles dans un petit bol, la porte de l'atelier s'ouvrit. Léo entra avec Mia à sa suite, chacun portant un petit bouquet de fleurs des champs. « On t'a trouvé ça, maman », dit Léo fièrement. « Ça sent bon comme tout ce que tu fais. » Yara creusa un sourire qui monta jusqu'aux yeux. « Merci, mes cœurs, vous êtes mes plus belles inspirations. » Elle les embrassa et les laissa jouer dans un coin, sous l'œil discret de Bas-Odette, qui veillait à ce qu'il ne s'approche pas des outils. La journée passa dans une harmonie tranquille. À midi, une cliente fidèle frappa à la porte de l'atelier. C'était Élise, une femme du village qui avait soutenu Yara depuis ses débuts. « Je viens pour ma crème habituelle », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Vous ne vous rendez pas compte à quel point votre travail change des vies. » Yara remercia Élise avec humilité. Entendre ces mots renforçait sa conviction que son passé n'avait pas été vain. Chaque pot vendu représentait une nouvelle étape, un pas de plus vers une vie qu'elle construisait seule. En fin de journée, Yara rangea son matériel et s'assit un instant. Ses mains sentaient encore les fleurs fraîchement écrasées. Elle observa ses enfants jouer devant la maison. Léo courait après des papillons tandis que Mia ramassait des pétales tombés du jardin. Yara sentit une chaleur douce l'envahir. Elle avait trouvé un lieu où ses cicatrices ne définissaient plus son existence. Elle pensa brièvement à Raphaël, mais aucune douleur ne la traversa. Il appartenait à un passé qui n'avait plus de prise sur elle. Les années de peur s'étaient transformées dans confiance, et la femme qu'elle était devenue ne ressemblait plus à celle qu'il avait voulu briser. Au crépuscule, Yara appela ses enfants. « Venez, il est temps de rentrer. » Léo courut dans ses bras, et Mia suivit en tenant une fleur qu'elle avait soigneusement protégée. « Pour toi, maman, » murmura-t-elle.
Yara la prit avec douceur. « Merci, mon ange. » Elle rentra chez elle avec les jumeaux, le cœur léger. Elle ignorait encore que son passé finirait par la retrouver. Mais ce soir-là, elle choisit de savourer le bonheur simple d'une journée accomplie. Dans un bureau spacieux mais étrangement vide, Raphaël Delcourt fixait les chiffres qui s'affichaient sur l'écran de son ordinateur. Les colonnes de pertes défilaient sous ses yeux, et chaque ligne semblait lui rappeler un échec. Son entreprise, autrefois florissante, glissait lentement vers la faillite. Les investisseurs qui l'avaient soutenu commençaient à se retirer, et les banques exigeaient des garanties qu'ils n'avaient plus. Les décisions impulsives, les recrutements mal avisés et les dépenses démesurées avaient y laissé des traces profondes. Pourtant, Raphaël refusait d'admettre sa responsabilité. Julien Moreau entra sans frapper, comme à son habitude. Il portait un costume froissé et un sourire qui manquait de sincérité. Malgré les tensions entre eux, il restait l'un des rares hommes encore aux côtés de Raphaël, bien que ses motivations soient loin d'être loyales. « J'ai parlé aux actionnaires », annonça-t-il avec un ton faussement confiant. « Certains pensent que tu peux encore redresser la situation. » Raphaël soupira, fatigué de ces phrases vides. « Ils pensent surtout que je suis trop fier pour abandonner. Mais ils savent tous que l'entreprise chancelle. » Julien haussa les épaules. Il suffit de trouver un produit qui attire l'attention du marché. Un partenariat, une innovation, un coup médiatique, quelque chose qui efface le reste. Raphaël secoua la tête. « Nous avons essayé. Rien ne fonctionne. » Une notification retentit sur son téléphone. Il l'attrapa machinalement et ouvrit un article suggéré. Lorsqu'il vit la photo qui s'affichait, son souffle se coupa. Une femme se tenait droite, vêtue d'un tailleur élégant. Ses cheveux courts encadraient son visage avec assurance. Elle posait dans un laboratoire moderne, un pot doré dans la main. Le titre en haut de la page proclamait « Yara Fontaine, la créatrice derrière Noir Endor, le phénomène cosmétique de l'année. » Julien se pencha au-dessus de son épaule. « Cette fille fait beaucoup de bruit depuis quelques mois. Elle a refusé des offres énormes. Il paraît qu'elle va signer avec un grand groupe pour un partenariat international. » Raphaël resta immobile. Il avait entendu le nom, reconnu le regard, mais son esprit refusait encore de l'accepter. « Yara, » murmura-t-il. « C'est impossible. » Julien leva un sourcil intrigué. « Tu la connais ?» Raphaël ne répondit pas. Il agrandit la photo, cherchant les traces de la femme qu'il avait connue. Les beaux traits étaient dans les mêmes, mais l'expression avait changé. La Yara qu'il voyait, là n'avait plus rien de la jeune épouse docile qu'il avait écrasée sous ses attentes. Elle semblait confiante, indépendante, presque intouchable. Une vague de panique et de colère le traversa. Il avait toujours cru qu'elle dépendait de lui. La découvrir transformée en femme d'affaires redoutée lui semblait inconcevable. Son téléphone vibra encore. Cette fois, une autre notification informait que Noir Endor venait de refuser une offre d'acquisition de plusieurs millions de dollars, préférant proposer un partenariat basé sur le partage des parts. Yara devenait officiellement une figure du monde cosmétique. Julien fixa Raphaël avec une curiosité croissante. Elle pourrait être la solution, tu sais. Si elle a réussi à ce point, peut-être qu'elle a utilisé des ressources, disons, qui ne lui appartenaient pas. Tu pourrais avoir un droit dans sa réussite. Les gens adorent les scandales de propriété intellectuelle. Les doigts de Raphaël se crispèrent autour de son téléphone. Elle n'aurait jamais pu réussir sans moi. Julien esquissa un sourire perfide. Alors il est peut-être temps de lui rappeler ce qu'elle te doit. Pendant que Raphaël alimentait ses fantasmes de récupération injustifiés, Yara vivait une journée complètement différente à plusieurs kilomètres de là. Dans l'atelier rénové, elle terminait une réunion avec 3 cadres d'un prestigieux groupe cosmétique international. Leurs visages affichaient une admiration sincère.
Votre formule est révolutionnaire, Madame Fontaine, déclara l'une d'elles, une femme nommée Aurélie Martin, directrice de développement. Nous pensons que Noir & Or peut devenir un leader mondial avec la bonne stratégie. Nous voudrions proposer une collaboration basée sur une prise de participation et vous occuperiez le poste de directrice générale. Yara resta sereine malgré l'importance de la proposition. Je tiens à garder l'âme de Noir & Or intacte, précisa-t-elle. Je veux une structure qui protège l'histoire du produit et la confiance des clients. Aurélie acquiesça. C'est exactement ce que nous recherchons. La réunion dura encore 1 heure, puis les délégués quittèrent l'atelier. Yara les accompagna jusqu'à la porte. Elle ne réalisait pas encore pleinement l'ampleur de ce qu'elle accomplissait, mais elle ressentait une fierté profonde. Chaque succès confirmait qu'elle avait eu raison de croire en elle-même. Alors qu'elle retournait à sa table de travail, Odette entra, essoufflée et visiblement excitée. « Yara, ma chérie, tu ne vas pas croire ce que je viens de voir. Tu es sur la couverture du magazine Business Monde. Tu es la nouvelle étoile du secteur. » Yara ouvrit le magazine que Odette lui tendait. La photo était magnifique. Elle y apparaissait forte, sereine, presque lumineuse. Elle ressentit une légère émotion et murmura « Nous avons réussi, grâce à vous, grâce à mes enfants. » Odette posa une main tendre sur son épaule. « Tu n'as réussi que grâce à ta force et ton courage. » Mais au même moment, dans son bureau, Raphaël serrait le magazine entre ses doigts. Il lut son nom encore et encore, jusqu'à ce que la rage laisse place à une obsession sombre. « Elle m'a trahi, » murmura-t-il. « Elle a bâti sa fortune sur mon dos. » Julien sourit lorsqu'il entendit cela. « Alors il est temps de reprendre ce qui t'appartient. » Raphaël hocha lentement la tête. Le passé venait enfin de les rattraper. Le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées de la salle de réunion, illuminant la longue table brillante où plusieurs dossiers attendaient d'être ouverts. Raphaël Delcourt entra avec une assurance qui ne correspondait plus vraiment à sa situation réelle. Son costume impeccable masquait mal les nuits blanches et les inquiétudes qui le rongeaient, mais il se força à garder la tête haute. Aujourd'hui, il espérait convaincre un groupe d'investisseurs de lui accorder une dernière chance. Il avait entendu que le partenaire principal était nouveau sur le marché, mais déjà très influent. Il se disait que, peut-être, la chance pouvait encore tourner en sa faveur. Julien le suivait, affichant son habituelle attitude arrogante. Il observait la pièce avec un regard critique. « Ces gens ont l'air sérieux, » murmura-t-il. « Si tu joues de bien tes cartes, tu pourras peut-être obtenir quelque chose. » Raphaël ne répondit pas. Il s'assit à la place centrale, redressa légèrement sa veste et inspira profondément. L'un des assistants présents dans la salle lui annonça que la dirigeante de la société partenaire arriverait dans quelques minutes. Il se redressa davantage, convaincu qu'il impressionnerait n'importe quel interlocuteur. Dans son esprit, personne ne pouvait égaler son charisme. La porte s'ouvrit. Le silence s'installa. Yara Fontaine entra dans la pièce. Elle portait un tailleur noir, parfaitement ajusté, qui soulignait son allure élégante. Ses cheveux courts, encadrés, crondaient son visage d'une manière qui donnait immédiatement l'impression de force et de détermination. Ses yeux sombres se posèrent brièvement sur la salle avant de s'arrêter sur Raphaël. Une lueur glacée mais contrôlée traversa son regard. Raphaël resta figé. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il chercha ses mots sans les trouver. « Yara !» Elle s'avança calmement et prit place à l'extrémité opposée de la table. « Monsieur Delcourt, » dit-elle d'une voix claire et stable, « je suis ici en tant que partenaire potentiel. La réunion peut commencer. » Julien ouvrit grand les yeux. Il regarda Yara, puis Raphaël, puis de nouveau Yara. « Tu es la dirigeante du groupe ?» balbutia-t-il.
Yara posa un dossier devant elle, sans même lui adresser un regard. Je suis fondatrice de Noir Ant Or et directrice générale du partenariat que vous sollicitez. Nous sommes ici pour discuter d'affaires, rien d'autre. Raphaël tenta de reprendre contenance, mais son cœur battait trop fort. « Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté ?» lança-t-il soudain. « Ne crois pas que tu peux juste revenir comme ça, comme si rien ne s'était passé. » Yara le fixa avec une froideur qui le fit taire. « Je n'ai jamais disparu. Tu m'as laissé partir, et aujourd'hui, je suis ici parce que ta société a demandé un partenariat. Tu m'as invité sans le savoir. » Elle ouvrit le dossier et tourna une page. « Passons aux chiffres. » Raphaël sentit la colère lui remonter au visage. « Tu crois que tu peux me parler comme à un étranger? Je suis ton mari. »« Tu étais mon mari, » répondit-elle calmement. « Aujourd'hui, nous sommes deux dirigeants. Rien de plus. » Julien tenta d'intervenir. « Écoute, Yara, on pourrait trouver un terrain d'entente. Nous avons toujours pensé que tu devais revenir dans la famille. Les enfants doivent avoir un père. » Yara releva la tête si brusquement que Julien recula légèrement. « Ne prononce pas ce mot, » dit-elle. « Tu ne connais rien à mes enfants. Tu ne connais rien à la vie que j'ai construite pour eux. » Raphaël tenta de reprendre le contrôle. « Je pourrais demander la garde. Je suis toujours leur père, qu'on le veuille ou non. » Un rire bref échappa à Yara, un rire sans joie. « Tu n'as pas été capable de m'emmener à l'hôpital le jour où ils sont nés. Tu m'as laissé dans une maison fermée à clé, alors que j'étais en train d'accoucher. Et tu voudrais maintenant parler de paternité ?» La pièce sembla perdre tout son air. Même les assistants restaient immobiles, suspendus aux paroles de Yara. Elle appuya sur un bouton de la télécommande et fit apparaître un graphique à l'écran. « Revenons aux chiffres. Ta société accumule les pertes depuis 3 ans. Tes projets ont échoué. Tes employés les plus compétents sont partis. Je peux t'énumérer chaque erreur de gestion si tu le souhaites. » Raphaël se pencha en avant, les poings serrés. « Tu veux m'humilier, c'est ça? Tu veux prendre ta revanche. » Yara étudia les documents un instant avant de lever les yeux vers lui. « Je ne cherche pas la vengeance, je cherche la vérité. Ta société est en faillite et tu veux que Noir Or te sauve. Ce ne sera pas le cas. » Julien prit une grande inspiration. « Alors pourquoi être venu ?»« Pour clarifier les choses, » répondit-elle. « Je ne vous accorderai aucun partenariat, je ne signerai aucun accord, je ne mettrai pas un centime dans votre entreprise. Mais si tu veux parler de garde des enfants, Raphaël, je t'invite à me rejoindre au tribunal. Cette fois, je n'ai plus peur de toi. » Raphaël resta sans voix. Il comprenait enfin que le pouvoir qu'il exerçait autrefois sur Yara n'existait plus. Il ne restait rien de la femme soumise qu'il avait connue. Devant lui se tenait une dirigeante déterminée, sûre d'elle et prête à défendre ce qu'elle avait reconstruit. Yara referma calmement son dossier et se leva. « La réunion est terminée. Bonne chance pour la suite. » Elle sortit de la salle sans se retourner, laissant derrière elle une pièce figée, un silence lourd et un homme qui réalisait qu'il venait de perdre bien plus qu'un partenariat. Raphaël Delcourt n'avait pas dormi depuis la réunion catastrophique avec Yara. Il tournait en rond dans son bureau, incapable d'accepter que la femme qu'il croyait fragile se soit dressée devant lui avec une assurance si déroutante. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait son regard froid, la manière dont elle avait exposé les failles suffoques de son entreprise, et surtout, l'expression de mépris silencieux qu'elle avait laissé derrière elle. Il n'arrivait pas à comprendre comment elle avait pu se reconstruire sans lui, comment elle pouvait réussir alors qu'il s'effondrait. Julien entra, comme toujours sans prévenir. « J'ai peut-être une idée », annonça-t-il avec un ton que Raphaël connaissait trop bien. C'était la voix qu'il utilisait lorsqu'il préparait une manœuvre douteuse. Si elle ne veut pas t'aider volontairement, il faut la pousser à le faire. Raphaël fronça les sourcils. « Comment »
Elle est protégée par ce partenariat international. Son image est impeccable. Julien sourit, un sourire mince qui trahissait son absence totale de scrupules. Aucune image n'est impeccable. Il suffit de trouver la bonne fissure. Tu sais très bien que sa marque repose sur le mythe d'une formule miraculeuse. Si quelqu'un affirmait qu'elle avait volé cette formule, Raphaël ouvrit de grands yeux. Volé ? Exactement, répondit Julien. Nous pourrions dire qu'elle s'est servie d'un secret de famille, ou qu'elle est allée partie en emportant des documents confidentiels. La presse adore ce genre d'histoire. Les investisseurs aussi. Raphaël hésita un instant. Il savait que c'était faux, mais sa fierté blessée parlait plus fort que sa raison. Et si cela se retourne contre nous ? Julien haussa les épaules. De toute façon, tu es déjà au bord du précipice. Si tu tombes seul. Mais si tu réussis, elle perd sa crédibilité et tu reprends l'avantage. Raphaël céda. Fais-le. Julien sortit son téléphone et contacta un journaliste avec lequel il entretenait des relations douteuses. En quelques heures, une rumeur explosa sur les réseaux sociaux. Les titres comme clamé que Yara Fontaine avait utilisé une formule secrète appartenant à la famille de son ex-mari, qu'elle avait quitté le domicile conjugal avec des documents confidentiels et que sa marque n'aurait jamais dû exister. La tempête médiatique se déclencha rapidement. Des influenceurs relayèrent les articles et des commentaires pleins de suspicions affluèrent. Pendant ce temps, dans son atelier, Yara terminait la préparation d'un lot de produits pour une nouvelle campagne internationale. Elle ne s'attendait pas à ce que l'un de ses employés, une jeune assistante nommée Camille, entre précipitamment. Camille Domi travaillait avec elle depuis 6 mois et admirait profondément la femme d'affaires qu'elle était devenue. « Madame Fontaine, je suis désolé de vous déranger, mais vous devez voir ceci, » dit Camille en posant sa tablette sur la table. Yara fronça légèrement les sourcils avant de regarder l'écran. Les articles, les commentaires, les vidéos analysant des accusations sans fondement envahissaient déjà le fil d'actualité. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis repoussa doucement la tablette. « Je savais que cela arriverait un jour », murmura-t-elle. Camille ouvrit de grands yeux. « Vous saviez ?» Yara s'assit calmement. « Raphaël ne supporte pas l'idée que je réussisse sans lui. Il pense que tout ce que je touche doit lui appartenir. » Camille prit une inspiration. « Alors, que va-t-on faire ?»« Rien pour le moment, » répondit Yara. « Plus la rumeur enfle, plus elle se détruit elle-même. Je laisserai la presse s'épuiser avant d'agir. » Odette entra à son tour, visiblement inquiète. « Ma chérie, tu ne peux pas laisser ces mensonges circuler. Cela pourrait nuire à Noirandor. » Yara serra doucement la main de la vieille femme. « Je comprends. Mais je sais comment Raphaël fonctionne. Il crée le chaos pour me forcer à réagir. Cette fois, je ne me laisserai pas entraîner dans son jeu. » Elle prit une profonde respiration, puis se dirigea vers son ordinateur. Ses yeux se durcirent lorsqu'elle ouvrit un dossier qu'elle gardait secret depuis longtemps. À l'intérieur se trouvaient des documents, des captures d'écran et des preuves qu'elle avait accumulées au fil des années, au cas où Raphaël tenterait précisément ce qu'il venait de faire. Cependant, elle savait que la clé pour faire tomber Raphaël n'était pas dans ces documents. Elle était dans une autre personne, Julien. Yara le connaissait trop bien. Elle savait qu'il était fidèle à personne, pas même à lui-même. Elle le contacta par message en utilisant un numéro qu'il ne pouvait pas identifier. 1 heure plus tard, ils se rencontrèrent discrètement dans un parking souterrain, un lieu où personne ne poserait de questions. Julien arriva, méfiant mais intrigué. « Pourquoi m'avoir appelé ?» Yara se tenait droite, vêtue d'un manteau foncé qui renforçait l'aura de calme autorité qu'elle avait acquise. « Parce que j'ai quelque chose que tu ne veux pas voir sortir dans la presse, » dit-elle en lui tendant une enveloppe. Julien la prit et l'ouvrit. Ses mains tremblèrent
légèrement, lorsqu'il découvrit les preuves de ses détournements de fonds, des sommes qu'il avait discrètement siphonnées de l'entreprise de Raphaël depuis 3 ans. Tu n'as pas le droit. Je n'ai rien volé, répondit Yara. Je n'ai fait que garder des traces, et maintenant, tu dois choisir. Julien déglutit difficilement. Quel choix? Ou bien tu témoignes publiquement contre Raphaël, ou bien tu finis en prison pour fraude et détournement. Je n'ai aucune raison de te protéger. Il resta silencieux plusieurs secondes, puis sa voix se brisa. Raphaël ne me pardonnera jamais. Il ne t'a jamais considéré comme un ami, répondit Yara. Moi non plus, mais je suis la seule qui t'offre une sortie. Une lutte intérieure traversa Julien, mais son instinct de survie l'emporta. Très bien, je parlerai. Yara hocha lentement la tête. Alors prépare-toi, la vérité doit éclater. La salle de conférence brillait sous les projecteurs installés pour l'événement. Les journalistes, les influenceurs et les investisseurs s'étaient rassemblés pour assister au lancement mondial de la nouvelle gamme noire et or. L'excitation flottait dans l'air, les discussions s'enchaînaient et chacun semblait prêt à célébrer le succès de la marque. Pourtant, derrière les sourires et les caméras, une tension inhabituelle commençait à se répandre. Plusieurs invités avaient entendu des rumeurs concernant Yara Fontaine, des murmures douteux qui circulaient depuis quelques jours. Au centre de la pièce, une scène élégante avait été dressée. Des panneaux lumineux affichaient le logo de la marque. Yara se trouvait en coulisses, observant la salle à travers une ouverture discrète. Elle respirait profondément. Son visage restait serein, mais son regard révélait une vigilance contenue. Elle savait que ce moment déciderait de sa réputation, de l'avenir de sa marque et du futur de ses enfants. À ses côtés se tenait Camille, son assistante, qui veillait à la dernière organisation technique. Camille avait à peine dormi depuis l'éclatement des rumeurs. « Tout est prêt, Madame Fontaine, » dit-elle dans un souffle. « Les images sont chargées. Julien arrive par l'entrée latérale. Il m'a envoyé un message pour confirmer. »« Très bien, » répondit Yara avec calme. « Ne t'inquiète pas. Tout va se dérouler comme prévu. » Odette entra discrètement, une main posée sur l'épaule de Yara. « Ma chérie, tu es prête pour cette tempête ?»« Je ne me suis jamais sentie aussi prête, » dit Yara avec un sourire doux. « Cette fois, c'est moi qui tiens les cartes. » Dans la salle, un murmure parcourut la foule lorsque Raphaël Delcourt fit son entrée. Il était accompagné d'un avocat réputé pour ses interventions agressives. Raphaël portait un costume sombre et un air d'assurance qui semblait presque provocateur. Il prit place au premier rang, sous les regards intrigués des journalistes. Plusieurs d'entre eux commencèrent à filmer, sentant que quelque chose d'inhabituel se préparait. L'animateur annonça le début de l'événement. Yara entra sur scène sous une pluie d'applaudissements. Sa présence imposait le respect. Elle remercia le public d'une voix douce mais décidée. Pendant un instant, l'atmosphère sembla se détendre, mais Raphaël se leva brusquement. « Avant de célébrer quoi que ce soit, j'ai quelque chose à dire, » déclara-t-il en avançant vers la scène. Les murmures s'intensifièrent. Des caméras se tournèrent vers dire oui. L'avocat l'accompagna, prêt à intervenir. Raphaël prit le micro sans attendre la permission. « Je suis ici pour révéler la vérité. Yara Fontaine n'est pas la créatrice qu'elle prétend être. Elle a volé des documents confidentiels à ma famille. Elle s'est enfuie en emportant une formule qui ne lui appartenait pas. » Un silence stupéfait envahit la salle. Les journalistes, alertes, prirent de position pour enregistrer chaque mot. Yara le regardait sans bouger, comme si elle écoutait une vieille histoire qu'elle connaissait déjà par cœur. L'avocat prit la parole. « Nous exigeons l'ouverture d'une enquête immédiate sur la propriété intellectuelle de cette marque, ainsi qu'une compensation financière pour les dommages causés à M. Delcourt et à sa famille. » Quelques murmures s'élevèrent. Certains invités, influencés par les rumeurs,
semblait gros déstabilisé. C'était précisément ce que Raphaël espérait. Yara leva doucement la main. « Est-ce que vous avez fini ?» demanda-t-elle d'une voix paisible. Raphaël sourit avec arrogance. « Tu n'as rien à dire pour te défendre. » Yara tourna légèrement la tête vers l'équipe technique. « Lancez la vidéo. » L'écran géant derrière elle s'alluma. Les images apparurent dans un silence total. On y voyait une maison luxueuse, une soirée mondaine, des éclats de rire, puis une scène glaçante. Raphaël, dans un salon éclairé par des lustres, pointait le sol du doigt. Yara, enceinte de 9 mois, s'agenouillait avec difficulté. On entendait Julien rire en arrière-plan. Les invités observaient sans intervenir. Les images montraient ensuite Raphaël, fermant le portail sous la pluie, laissant Yara seule, en plein travail, la main sur son ventre. La salle entière retint son souffle. Certains journalistes baissèrent dans leurs caméras, choqués. D'autres continuaient à filmer avec fébrilité. Yara resta immobile. Elle observait les images qui défilaient, mais aucune émotion ne traversait son visage. Elle avait déjà pleuré toutes les larmes possibles. Ce soir-là, elle n'avait plus rien à cacher. Lorsque la vidéo s'arrêta, la lumière se ralluma. Raphaël paraissait pétrifié. Son avocat recula légèrement, comprenant que la situation venait de basculer. Julien entra alors, escorté par la sécurité. Son visage trahissait une nervosité palpable. Il se plaça près de la scène. « Je dois dire quelque chose, » murmura-t-il avant de prendre le micro. « Tout ce qui a été dit contre Yara est faux. C'est Raphaël qui m'a demandé de diffuser ces rumeurs. C'est lui qui m'a poussé à mentir. » Les cris d'indignation éclatèrent dans la salle. Certains investisseurs quittèrent immédiatement leur siège. Des journalistes se bousculaient pour filmer la scène. Le scandale prenait une ampleur fulgurante. Yara s'avança vers le bord de la scène. « Je n'ai jamais volé quoi que ce soit. J'ai seulement construit ma vie avec le peu qu'il me restait. Aujourd'hui, je ne veux pas de vengeance. Je veux simplement la vérité. Et vous l'avez vu. » Raphaël tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il était submergé par le chaos qu'il avait déclenché. Son image venait de s'effondrer devant le monde entier. Les caméras fixaient maintenant Yara, la femme qu'on avait voulu briser et qui se tenait debout, fière, devant le scandale qu'elle venait de désarmer avec une seule vérité. Les semaines qui suivirent la conférence furent impitoyables pour Raphaël Delcourt. Les images diffusées dans la salle avaient refait le tour des réseaux en quelques heures. Les investisseurs avaient rompu leur contrat. Les clients avaient exigé des comptes. Les employés avaient quitté l'entreprise les uns après les autres, incapables de supporter le poids du scandale. Des procédures judiciaires s'étaient accumulées et la société que Raphaël avait tant voulu ériger comme symbole de sa supériorité n'était plus qu'une ruine administrative. Un matin, il se réveilla dans un appartement sombre qu'il louait depuis qu'il avait perdu sa maison. Les rideaux étaient fermés. Des journaux traînaient au sol. Son regard se posa sur un titre qui parlait de Noir Andor, décrit comme « la marque qui incarne la résilience et la renaissance ». Une photo de Yara, souriante et entourée d'une équipe enthousiaste, occupait presque toute la page. Raphaël ressentit une douleur sourde. Ce qu'il avait tenté d'écraser brillait désormais dans le monde entier. Julien avait disparu après la conférence. Il n'avait laissé ni message ni excuse. Raphaël comprit enfin qu'il avait perdu le dernier allié qu'il croyait posséder et qu'il n'avait jamais représenté plus qu'un outil pour ceux qui l'entouraient. La solitude devint écrasante. Ses économies fondaient, ses dettes s'accumulaient. Chaque soir, il revoyait la scène où Yara s'agenouillait sous ses ordres. Maintenant, il comprenait combien cet instant révélait l'homme qu'il était réellement. Un jour, incapable de supporter le poids de sa propre déchéance, il se rendit au siège de Noir Endor.
Il n'y était jamais allé auparavant. Le bâtiment moderne se dressait avec élégance, entouré de baies vitrées, reflétant le ciel. Raphaël avança d'un pas hésitant vers l'entrée. Le hall d'accueil était lumineux et silencieux. Les employés le regardaient avec stupeur, reconnaissant l'homme qui avait tenté de détruire la femme, dirigeant cette entreprise. La réceptionniste lui adressa un regard méfiant. « Monsieur, puis-je vous aider ?»« Je dois parler à Yara, » répondit-il d'une voix éraillée. « Madame Fontaine est en réunion. Vous avez un rendez-vous » Il secoua la tête. « Non, mais dites-lui que c'est urgent. » La réceptionniste échangea un regard avec un collègue. Après quelques minutes, elle revint. « Elle accepte de vous voir. » Raphaël sentit un mélange de soulagement et de terreur. Il suivit un assistant jusqu'à une salle vitrée donnant sur un jardin intérieur. Yara s'y trouvait déjà, debout près d'une table basse. Elle portait un tailleur beige qui mettait en valeur la douceur de sa silhouette et la force tranquille de son attitude. Ses cheveux courts, entouraient son visage avec élégance. Ses yeux étaient laides calmes, mais fermes. En voyant Raphaël entrer, elle ne bougea pas. Elle se contenta de dire « Asseyez-vous ». Il resta debout quelques secondes, puis tomba à genoux, incapable de contenir plus longtemps le désespoir qui l'étouffait. Le son sourd de ses genoux, heurtant le sol, résonna dans la pièce. « Yara, je t'en prie », murmura-t-il. « Aide-moi, je n'ai plus rien. » Elle ne sembla ni surprise ni émue. Elle resta immobile, les mains croisées devant elle. « Pourquoi es-tu venue ?»« Je ne sais pas où aller, » balbutia-t-il. « Je pensais que tu pourrais me prêter de l'argent, ou me laisser voir les enfants. » Yara inspira lentement. Elle observa l'homme qui avait autrefois représenté tout pour elle, puis qui l'avait laissée seule dans la nuit la plus dangereuse de sa vie. Elle vit les traits tirés, les cernes profondes, les épaules affaissées. Il n'y avait plus rien du Raphaël arrogant et sûr de lui. « Tu dis que tu n'as plus rien, » répondit-elle doucement. « Mais ce n'est pas moi qui t'ai fait perdre ta vie. C'est toi. » Raphaël baissa le regard. « Je sais, je voudrais juste une chance. »« Une chance de quoi ?» demanda-t-elle. « De recommencer les mêmes erreurs, de blesser encore quelqu'un pour sauver ton orgueil. Je ne peux pas t'aider, Raphaël. Je ne peux pas protéger mes enfants en te donnant les moyens de te détruire davantage. » Il leva les yeux vers elle, les larmes montant. « Yara, je suis désolé. » Elle hocha lentement la tête. « Peut-être que tu l'es. Mais le pardon ne suffit pas à réparer une vie. » Elle s'approcha de lui avec une démarche mesurée. Il crut un instant qu'elle tendrait la main pour le relever. Au lieu de cela, elle sortit un mouchoir de sa poche et le posa devant lui. « Tiens, » dit-elle calmement, « tu m'as demandé un signe. Le voilà. » Raphaël prit le mouchoir entre ses doigts, tremblant. Yara continua. « Tu m'as forcé à genoux parce que tu pensais que je n'étais des rien. Aujourd'hui, tu es à genoux parce que tu n'as jamais su te relever. Ce n'est pas moi que tu dois supplier. C'est toi-même que tu dois affronter. » Elle se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle ajouta. « Je ne t'aiderai pas, mais je te souhaite de trouver un moyen de te reconstruire loin de nous. » Elle quitta la pièce, laissant Raphaël seul, effondré, mais peut-être pour la première fois, lucide. Dehors, Yara marcha vers la voiture qui l'attendait. Lorsque la porte arrière s'ouvrit, deux petites voix l'accueillirent. « Maman !» Léo et Mia se jetèrent dans ses bras. À leur côté se trouvait un homme au regard doux, un partenaire récent dans les affaires, devenu un ami précieux. Il respectait Yara, admirait son courage et comprenait sa réserve. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Yara sourit en regardant ses enfants. « Oui, maintenant, tout va bien. » La voiture s'éloigna lentement du siège de noir Andor. Yara regarda le ciel défiler derrière la vitre. Elle n'avait plus peur de son passé. Elle avait bâti un empire avec ses deux mains, et désormais, elle avançait vers une vie nouvelle, où elle n'avait plus à se justifier. Elle avait choisi la paix, la force et l'amour.
Pour la première fois depuis longtemps, son avenir lui appartenait totalement.